Charlie Hebdo, 10 ans après, les irresponsables. 10 ans ont passé depuis ces terribles journées de janvier 2015, le massacre de Charlie Hebdo, l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, policière à Montrouge, et l'attaque antisémite de l'Hyper Cacher. Nous ne savions pas que ce n'était que le prélude sidérant d'une décennie d'attentats qui ont marqué au fer rouge la France. Mais ni les politiques, ni les acteurs clés de la société civile n'en ont tiré les conclusions qui s'imposent. Elles sont pourtant simples. Derrière cette violence terroriste se propage une idéologie totalitaire, l'islamisme. Ce podcast est basé sur le livre Témoignages d'Éric Delbecq paru chez Plomb. Expert en sécurité intérieure, Éric Delbecq est l'ancien directeur sûreté de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Il a également dirigé l'Institut d'études et de recherche sur la sécurité des entreprises. Docteur en histoire, titulaire d'une maîtrise de philo, c'est un homme de terrain, au parler vrai, au parcours républicain exemplaire, déterminé et combatif face aux irresponsables qui, par bêtise, intérêt personnel, cynisme ou idéologie, nouent des armes face à ces djihadistes résolus à dissoudre la cohésion nationale pour installer un régime d'oppression. Charlie Hebdo, 10 ans après, les irresponsables, un podcast RCJ Studio, épisode 2, tous irresponsables. Éric Delbecq, dans le premier épisode de ce podcast, on a évoqué la partie de la sécurité de Charlie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qui est responsable de cette situation aujourd'hui en France? Qui est responsable, évidemment, de l'attentat de Charlie et de cette décennie terrible que nous venons de vivre? Alors, je suis pas vraiment sûr qu'on puisse désigner des responsables pour l'attentat de Charlie Hebdo. En revanche, on voit bien qu'on peut avoir des irresponsables qui donc, en creux, sont responsables de ne pas avoir lutté assez tôt, assez vite, assez fort contre l'islamisme. Ce qui veut dire que notre problème a commencé dès le milieu des années 80 et qu'il s'est bien évidemment aggravé au fur et à mesure des décennies. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a des catégories, c'est-à-dire des politiques, des intellectuels, quelques journalistes, des gens qui appartiennent aussi au secteur privé. Il y a aussi des gens qui, dans les entreprises, soit sont assez engagés, soit ne prennent pas les dispositions nécessaires pour que l'espace professionnel soit également un endroit où on ne laisse pas prospérer des radicalités idéologiques violentes ou des gens qui font tout pour saboter une forme de neutralité et d'espace commun, parce qu'on ne peut pas parler au sens propre de laïcité dans les entreprises, mais enfin, en tout état de cause, qu'on n'ait pas des idéologies totalitaires, dévoyant du religieux, qui fassent que l'espace professionnel devienne aussi un espace de conflit. Donc on voit bien que les irresponsables, on en trouve un peu partout. On en a aussi chez un certain nombre d'universitaires. Donc c'est assez bien réparti. Il va de soi que les premiers à avoir une responsabilité, ce sont ceux qui nous gouvernent. Or, pendant plusieurs décennies, on voit bien que le combat contre l'islamisme n'était pas à la hauteur. Alors, c'est pas les seuls, parce qu'à l'échelle internationale, on s'est beaucoup trompé. Ceux qui se sont trompés les premiers, c'est les Américains en Afghanistan, en pensant que, entre guillemets, des fous de Dieu, en l'occurrence des vrais totalitaires, j'insiste, allaient pouvoir devenir des alliés fiables dans la lutte contre l'Union soviétique. Alain Chouet, c'est une ancienne figure, vous le dites fort respectée, de la DGSE. Il parle de réunions auxquelles il a assisté et auxquelles vous aussi, vous avez assisté. Ce n'est pas les mêmes réunions, mais on va dire que malheureusement, il y a beaucoup de réunions de ce type. Il parle de l'obsession idiote de la stigmatisation et de l'amalgame. Ce mot qu'on entend en permanence, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas faire d'amalgame. Ça veut dire quoi et quel est son danger ? En vrai, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que ce qu'on a pu constater chez les Français, chez nos compatriotes, nos concitoyens, c'est que depuis
le début de cette grande vague terroriste qui, en vrai, a commencé à partir de 2012 avec Mohamed Merah, ils ont été quand même, je trouve, relativement équilibrés dans leur manière de voir le monde. Personne ne s'est mis à jeter des pierres sur les musulmans en disant « vous êtes responsables ». Donc, on vit pas dans un pays qui pratique l'amalgame à grande échelle, et il suffit d'aller voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays, y compris dans ce qu'on appelle l'Occident, ou d'aller voir aux États-Unis comment les confrontations idéologiques peuvent tourner vinaigre. On n'est pas là-dedans. Donc l'amalgame, la stigmatisation, non, on stigmatise pas. En tout cas, il peut y avoir des individus qui le font, mais collectivement, on ne stigmatise pas les musulmans dans notre pays aujourd'hui. On s'attaque à une idéologie, encore une fois, qui est une idéologie politique, qui est un projet totalitaire, alors qui, bien évidemment, instrumentalise une religion, mais on ne s'attaque pas à une religion en particulier, et on ne construit pas d'amalgame, et il n'y a pas d'obsession, en tout cas pour la plupart des gens, il n'y a pas d'obsession anti-religieuse. Il y a une obsession par rapport à un projet politique dont on va sans aucun doute parler, une problématique qu'on va approfondir. Donc les gens généralement qui parlent de stigmatisation, soit c'est parce qu'ils ont peur de leur ombre, soit c'est parce qu'ils peuvent se concilier certaines personnes, et en tout cas c'est toujours soit dans une idée d'avancement personnel, de parcours de carrière, soit parce qu'ils ont la trouille et qu'ils ne sont pas faits pour prendre des décisions. Depuis 10 ans, Éric Delbecq, on prend les 10 ans, parce que c'est le point de départ aussi de votre livre, l'après-Charlie. On a vu des mots comme ça, on parlait d'amalgame. Il y en a eu d'autres qui sont arrivés, ou en tout cas ont été employés de plus en plus à tort et à travers, comme l'islamophobie aussi. C'est quoi l'islamophobie? Pourquoi on a inventé, entre guillemets, ce mot, et en quoi, aujourd'hui, selon vous, c'est irresponsable, puisqu'on utilise ce terme, de l'utiliser comme cela? Alors, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures. On l'utilise parce qu'on voit bien, sémantiquement, en tout cas pour ceux qui veulent le généraliser, à quel point c'est pratique. Et c'est d'abord pratique pour les idéologues islamistes. Phobie, on voit bien à quoi ça renvoie. Et on voit bien déjà avec quoi ça a été utilisé dans le passé. Donc ça vise de façon un petit peu inconsciente à dire qu'il y a des gens qui sont en gros un peu des tarés, un peu des racistes, un peu des gros cons, et qui vont détester un musulman parce qu'il est musulman, et éventuellement, parce que le sous-titre, c'est ça, parce qu'il serait arabe, parce qu'il serait d'origine immigrée. On voit bien ce que ça mobilise dans l'inconscient des gens qui le pratiquent, qui est quand même assez vicelard. Alors, si on veut ensuite sortir de cette espèce de magma inconscient et assez détestable, et qu'on veut vraiment s'attaquer à la signification du mot, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'islam comme religion. Et encore une fois, phobie, je vois pas tellement l'intérêt du mot phobie. Les gens qui pourraient avoir quelque chose contre l'islam, c'est pas une phobie. Ça peut leur faire peur pour un certain nombre de raisons qu'on pourrait explorer. Si on est du côté de la loi et qu'on n'a pas la culture juridique visiblement assez précaire de Madame Belloubet dans le cas de l'affaire Mila, on va dire que les gens ont parfaitement le droit, juridiquement, de critiquer l'islam en tant que religion. Comme n'importe quelle autre religion. Comme n'importe quelle autre religion. À ce moment-là, on n'en fait pas un foin lorsqu'on a des gens qui seraient éventuellement cathophobes, protestantophobes, je sais pas quoi, bouddhophobes, je sais pas, enfin, je prononce sans doute pas la bonne manière. Mais là, c'est vraiment, on polarise. Et après tout, et si on va au fond de l'esprit provocateur et un peu anard de Charlie, on a le droit. Philippe Val l'a fait, ancien directeur de Charlie Hebdo dans le passé. Il disait pourquoi pas, moi, je me sens assez islamophobe. Il le faisait de manière provocante, provocatrice, en disant bon, il y a quand même des religions qui peuvent éventuellement être inquiétantes. Donc du point de vue du droit, à la limite, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que c'est ma position à moi. Moi, je pense qu'on
on tient souvent beaucoup de discours, alors je ne parle pas de Philippe Val, hein, je parle d'autres gens, assez peu construits intellectuellement sur ce que peut être la religion et la spiritualité. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur des religions. En revanche, il faut avoir une grande méfiance pour leur instrumentalisation. Mais si on en revient spécifiquement au mot d'islamophobe, ça pose pas de problème du point de vue du droit. Après, moi, le grand inconvénient que j'y vois, et bien évidemment, il y a là une manipulation, c'est que ce que l'on combat, encore une fois, c'est un projet totalitaire, c'est quelque chose de politique, qui n'est pas fondamentalement religieux, mais qui sait instrumentaliser un fond religieux. Donc c'est pour ça que ça pose problème. En tout cas, du point de vue de ceux qui l'emploient, clairement, l'idée, là pour le coup, c'est de faire des amalgames. Les gens qui veulent absolument populariser le terme d'islamophobie, c'est parce qu'ils souhaitent l'amalgame. C'est là où c'est pervers, et c'est là où on voit toute la duplicité des gens, notamment qui traitent Charlie ou d'autres personnes engagées d'islamophobes. Vous dites, Éric Delbecq, dans votre livre, le djihadisme est l'un de ces sous-ensembles qu'est le séparatisme, dont on parlera dans un autre épisode de ce podcast. Le djihadisme progresse parce que l'État est faible. Pourquoi est-ce que l'État est faible et est-ce que, face au djihadisme, il y a d'autres États, en Europe ou dans le monde, qui, eux, ne sont pas faibles et arrivent à gérer mieux toutes ces questions-là? L'État, il est faible chez nous, en France, parce que il a appris à être faible depuis très longtemps. Au départ, il n'y a pas une connexion, j'allais dire, évidente entre faiblesse de l'État et djihadisme. Hein. C'est-à-dire que la faiblesse de l'État, finalement, devient un écueil pour cette problématique-là aussi. Et parce que l'État est faible aussi sur d'autres sujets. Ah, totalement. Il est faible déjà sur les questions de sécurité intérieure. Si l'insécurité aujourd'hui, qui n'est pas qu'un sentiment, comme le disent certains, a progressé, c'est lié à la faiblesse de l'État. Donc, et là, c'est des décennies de faiblesse de l'État, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais qui font, encore une fois, que depuis les années mitterrandiennes, on a... gentiment, consciencieusement, sûrement, en tout cas lentement mais sûrement, désarmer l'État. D'ailleurs, on a beaucoup de problèmes qui viennent des années mitterrandiennes, y compris dans l'utilisation de toute une sémantique pour culpabiliser ou criminaliser des gens. Donc, étant donné que, bien évidemment, l'État est devenu de plus en plus faible, que le régalien, c'est de plus en plus... déstructuré et affaissé sur lui-même, on a été particulièrement faible contre le phénomène islamiste, et pour des raisons aussi idéologiques, parce qu'à partir du moment où vous faites flipper tout le monde en disant si tu penses ceci ou si tu fais cela, tu es raciste, tu es islamophobe, etc., etc., on voit bien pourquoi ça double la faiblesse de l'État et pourquoi ça l'empêche de se ressaisir. Dans la catégorie tous irresponsables, avec un point d'interrogation, Éric Delbecq, on va parler un petit peu des médias maintenant. Vous donnez un exemple très précis et parfois, effectivement, l'actualité va tellement vite qu'on oublie à quel point certaines choses avaient pu être choquantes. Vous parlez de la couverture du magazine Rolling Stone qui avait glamourisé Dzhokhar Tsarnaev. Ce devait être une grande fête sportive. Le marathon de Boston a viré au cauchemar. 2 fortes explosions près de la ligne d'arrivée ont tué 3 personnes et fait plus d'une centaine de blessés hier après-midi. Dzhokhar Tsarnaev, c'est l'un des 2 auteurs des attentats de Boston, sous le titre « The Bomber ». Il avait fait la couverture du magazine Rolling Stone. Ça, c'est irresponsable ? Ah, totalement. Alors non seulement c'est irresponsable, c'est complètement con, et surtout ça traduit chez les gens qui fabriquent ça exprime une sorte de fascination, mais extrêmement malsaine, pour la violence. C'est cette posture très très en vogue chez les gens qui se disent d'ultra-gauche, ou voire d'extrême-gauche, et que l'on a depuis des décennies dans notre pays, consistant à penser que c'est
c'est le nec plus ultra, c'est extrêmement chic de faire la promotion de n'importe quelle forme de révolution violente, que la violence c'est romanesque, romantique, que ça accouche le futur. Ça, généralement, c'est bien des trucs d'intellectuels et de petits bourgeois qui n'ont jamais vu la violence de près. Donc, ça traduit ça. Et bien évidemment, chez beaucoup de gens, alors, non seulement qui mettent ça en scène, mais même après qui rentrent dans le jeu de la violence, il y a bien cette chose à la fois immonde et ridicule qui est de glamouriser, d'héroïser la violence. La violence, c'est jamais glamour. Jean-Luc Mélenchon. Alors on me dit « Ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste !» J'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Pourquoi ? Pourquoi ? Demandez-vous pourquoi ? Bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue, de commentateurs de votre nombril. Pourquoi ? Parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Cette fascination de l'extrême gauche, et on va parler de l'extrême gauche après, pour les mouvements qu'ils appellent mouvements de résistance. Mais quand on en arrive à considérer comme des révolutionnaires les terroristes du Hamas, du Hezbollah ou d'autres mouvements terroristes islamistes. Alors, j'ai une position justement un peu différente sur toutes ces questions. Quand on a affaire à une violence et à une glamourisation de la violence... si je puis m'exprimer ainsi, à l'ultra-droite ou à l'extrême-droite, on voit bien à quel point c'est con. Il n'y a rien de plus insignifiant, pathétique, que des types bodybuildés d'ultra-droite avec des inscriptions obscènes sur tout le corps et éventuellement quelques croix gammées. Il n'y a rien de plus pathétique, c'est misérable. Et il viendrait à personne l'idée de penser que c'est un signe d'élévation de l'espèce humaine. Et j'ai vu ce que ça pouvait être et j'ai aussi eu à avoir quelques combats contre ces gens-là. Donc je vois bien à quel point ils sont ridicules et navrants. Mais de l'autre côté, quand on n'a pas la lucidité nécessaire pour se rendre compte que Che Guevara n'a rien de romantique, il n'a rien de romanesque. Ce type-là était une crapule sanguinaire comme d'autres. C'est pas parce qu'on se couvre des plus beaux idéaux de l'humanité, qu'on a un joli béret avec une veste en cuir et une étoile rouge dessus, que tout d'un coup on est un héros. C'est même encore plus dégueulasse, parce qu'on exploite quelque chose qui doit être noble, qui doit être généreux, qui doit être humain. Donc il y a quand même une espèce de petite perversion de l'esprit derrière ça. Quand on parle des irresponsables, Eric Delbecq, on a évoqué la couverture du magazine de Rolling Stone. Vous racontez aussi, au moment des Gilets jaunes, l'irresponsabilité de certains médias par rapport à la manière dont ils parlaient, entre guillemets, des violences policières. Et ce rapport, effectivement, entre certains journalistes et la police qui montre aussi de l'irresponsabilité. Parce qu'on va applaudir pendant 2 minutes les héros du RAID ou du GIGN au moment des attentats. Et puis, une semaine après, on va dénoncer telle ou telle violence policière réelle ou supposée. Et on ne va pas encourager finalement la police ou la supporter dans les actions qui permettraient que des attentats ne se produisent pas. Oui, parce qu'on sent bien que derrière ça, il y a quand même des positions idéologiques. Il n'y a pas l'observation du réel. Personne dans notre pays ne va faire l'apologie ou être tolérant vis-à-vis de violences policières objectives, que moi, je ne veux pas appeler d'ailleurs violence policière, parce que ça, c'est un truc de pays non démocratiques. Je préfère parler d'usage illicite de la force ou
faute déontologique ou professionnelle, donc on n'a pas de sujet là-dessus. Et s'il y a des gens qui font des excès, c'est des policiers ou des gendarmes qui font des excès, bien évidemment, ils doivent être sanctionnés. Mais à partir du moment où vous voyez qu'il y a une position idéologique et qu'en fait, contre l'évidence elle-même ou contre l'analyse des faits, parce que les gens aiment bien parler avant d'avoir connaissance d'un dossier, on prend le parti des violents contre la police ou la gendarmerie, les forces de l'ordre au sens large, il y a quand même il y a un petit problème. Et ça veut dire effectivement que ceux qu'attaquent ces gens-là, c'est l'ordre républicain et ça laisse supposer que leurs motivations ne sont pas saines. Et ça conduit aussi dans le débat public ou dans les débats dans la presse, sur les plateaux télé, à devoir faire face à des remarques absolument hallucinantes. Moi, je me rappelle de certaines remarques que j'ai eues en plateau où on me disait oui, ce sont des gens qui sont à la fois gilets jaunes et d'ultra-gauche. Non, pas du tout. En fait, ce sont des gens d'ultra-gauche qui ont voulu passer pour des gilets jaunes. Et donc, j'avais une commentatrice, un commentateur, un journaliste en plateau qui me disait non, mais c'est la même chose. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je vais pas faire mon Alexandre Astier, mon Arthur dans Kaamelott, mais pas du tout. Personne dit ça. Personne peut dire ça. Faut juste analyser et comprendre qu'on a affaire à une manipulation, une instrumentalisation. Moi, je milite simplement pour qu'on essaie de mettre un peu d'objectivité dans l'analyse de ces phénomènes. Et il n'y a pas de raison que les forces de sécurité intérieure ne bénéficient pas de ce souci d'objectivité. C'est irresponsable aussi, Éric Delbecq, quand on parle de fichiers S ou de certains dossiers, de dire en permanence que fait la police, alors qu'on y reviendra dans un autre épisode de ce podcast. La plupart, fort heureusement, des attentats sont déjoués. Il y a des arrestations tous les jours. Il y a des actions qui sont faites au quotidien par les forces de police. Oui, bien sûr. Moi, j'ai tout entendu à peu près sur les fichiers S, je crois. Les choses les plus... Est-ce qu'on peut rappeler qui peut être fiché S ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une fiche S ? Une fiche S, c'est un outil de renseignement. Ce n'est pas une condamnation prononcée par la justice. Sont les services de renseignement qui émettent une fiche S, qui effectivement se polarise sur un individu, parce qu'on estime que par lui-même, il est intéressant, ou éventuellement il peut présenter des risques, ou que l'individu fait partie d'un ensemble d'acteurs intéressants, voire qu'il est dans la proximité d'une personne qui peut présenter un risque, et que donc on doit garder un petit œil sur la personne, et surtout, ça donne aux forces de sécurité intérieure une conduite à tenir. L'intérêt d'une fiche S, c'est qu'elle donne une conduite à tenir aux forces de sécurité. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut prendre de l'information, il faut remonter l'alerte à quelqu'un. Donc c'est un outil de renseignement, ni plus ni moins. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à savoir, sauf effectivement basculement dans la violence, qui est fiché S ou pas. Tant qu'une personne n'a rien fait de répréhensible, c'est respecter les libertés individuelles et les droits, et de ne pas le clamer sur tous les toits. Mais on en a fait une espèce de signe préalable de culpabilité à la Minority Report, et ça ne va pas du tout. Et donc je disais, on entend les trucs les plus délirants et les plus contraires. Alors entre ceux qui expliquent que c'est normal, c'était un fichier S, on aurait dû tous les interner avant, ce qui est complètement délirant. Ou l'inverse, les gens qui disent ça veut absolument rien dire, on stigmatise cette pauvre personne. Alors non, pas forcément. Et puis étant donné que normalement ça devrait pas sortir, de toute façon ça ne devrait pas poser de problème. Il faut bien que les services de renseignement travaillent. Donc finalement, là aussi il y a un concept, le fichier S, qui est totalement instrumentalisé et par des gens qui la plupart du temps n'y connaissent rien. Est-ce que c'est irresponsable, Éric Delbecq, pour la gauche d'être passé de Léon Blum à Mathilde Panot ? Mathilde Panot sur RMC. Il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous, notamment c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante: quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Attendez, et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez...
Pardon, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je ne sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Moi, j'ai du mal à m'en remettre. Bon, déjà, en plus, on a vu à quel point Mathilde Panot connaissait bien l'histoire de Léon Blum. Ça, je l'avais pas. L'info, je l'avais pas. Quand même un peu embêtant de ne pas connaître son héritage lorsqu'on prétend faire partie des derniers rejetons de la grande révolution mondiale, planétéro-galaxique. Et ouais, ça fait quand même un drôle d'effet. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup passionné, et encore plus pour la figure de Jaurès que Léon Blum, même si la figure de Léon Blum m'intéresse, mais je me suis encore plus passionné pour la figure de Jaurès, y compris parce que c'est un homme qui avait une pensée complexe, y compris précisément, tiens, c'est pas un hasard, sur le fait religieux, sur la religion, une pensée très subtile, sans doute beaucoup nourrie de la pensée de Bergson. Donc on avait affaire avec des gens comme ça, à des vrais responsables politiques, au sens où ils avaient la notion de ce qui était leur responsabilité. Ils ont vécu des événements historiques grandioses et atroces. L'un, la Première Guerre mondiale. Jaurès, il n'a pas vécu, mais il en a été, j'allais dire, une des premières victimes. Donc il est mort de ses convictions. Et Blum a vu la montée des périls et il a vu la Seconde Guerre mondiale. Des vrais intellectuels, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qui pensaient la politique, qui n'avaient pas du mal à lire un texte et qui n'avaient pas un niveau de culture générale égal à 0. Et effectivement, voilà, on en est aux principaux responsables de LFI. Alors, étant donné qu'il faut toujours essayer quand même d'être un peu juste et objectif, alors on ne peut pas faire le reproche à Jean-Luc Mélenchon d'être inculte. Pour le coup, il a une vraie culture générale. Mais là, bon, visiblement, il y a d'autres problèmes qui l'empêchent d'en tirer tout le profit. Mais alors, les autres, oui, il y a un problème, c'est totalement irresponsable. Et puis surtout, c'est la négation de ce qui est censé être leur projet, c'est-à-dire la bienveillance, la complexité, l'humanité, l'humanisme. Oui, moi, je ne sais rien dire d'autre que je n'arrive pas à m'en remettre. En quoi leurs propos à LFI depuis des années, et encore plus ces dernières années, et encore plus depuis le 7 octobre 2023, sont des propos totalement irresponsables? Déjà parce qu'il y a une complaisance vis-à-vis de la violence qui est évidente pour tout le monde. Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Ensuite, il y a une hystérisation permanente du débat public. Mélenchon lui-même, il l'assume, sa stratégie de conflictualisation. Or, la République, elle est faite pour pacifier, pour déconflicter, pour nous rendre, si possible, un peu plus adultes, raisonnables, responsables et conscients de la complexité du monde et de la subtilité des situations, que tout n'est pas forcément noir ou blanc, qu'il y a du gris, mais en tout cas que sur les valeurs, il faut savoir trancher le nœud gordien quand c'est nécessaire. Donc, il participe déjà au fondement de tous nos problèmes à ce que j'appellerais une violentisation du débat public et de la manière dont les gens se parlent dans la République. C'est déjà une responsabilité qui est immense. Et ensuite, oui, il y a clairement une forme de complaisance à la violence. Quand vous voulez abroger le délit d'apologie du terrorisme, c'est-à-dire libérer un flot de haine intégral, c'est bien la peine après d'engueuler Elon Musk et X en disant que c'est un déversoir de haine, ce qui est vrai. Mais par ailleurs, si on fait exactement la même chose, je ne vois pas ce qui les distingue. Et puis toutes les déclarations en permanence. Et puis oui, la complaisance au Hamas, c'est-à-dire une bande d'abrutis encagoulés avec un bandeau vert sur le sommet de la tête qui ressemble furieusement justement à des fascistes. Ça, on en parlera aussi dans la suite de ce podcast. Irresponsable aussi, Éric Delbecq, les entreprises
qui ne prennent pas la mesure de l'influence grandissante de l'islamisme dans certaines entreprises et qui, pour ce dont on évoquait au début de cet entretien, le risque, ne veulent pas faire d'amalgame, ne veulent pas empêcher telle ou telle chose. Vous décrivez plusieurs situations dans le livre en disant imaginez si, et vous terminez des situations qui sont complètement invraisemblables et vous terminez en disant ces situations, je les ai toutes vécues en entreprise. Ah oui, Donnez-nous quelques exemples. Tout à fait. Commencer par des gens que seule l'évocation de la problématique insécurise et qui commencent à avoir des grosses gouttes de sueur qui perlent sur le front parce qu'ils trouvent que rien que en parler, c'est déjà dangereux. Bien évidemment, ils sont absolument tétanisés, paralysés par le fait de devoir admettre qu'on vit une époque de radicalisation, mais multiple. Il y a des radicalisations idéologiques multiples venant de toutes les extrêmes du champ politique et des radicalisations qui ont aussi rien à voir avec la politique. Simplement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus être dans la nuance, ne savent plus être dans la complexité. Donc ça part tout de suite aux extrêmes. Donc le fait même de devoir se pencher sur cette question, aux responsables parfois d'entreprises, ça leur pose d'entreprises ou de services publics. Après, concrètement, ça veut dire qu'il faut analyser le phénomène, ça veut dire qu'il faut faire des formations sur le sujet et qu'il faut expliquer aux gens comment on doit détecter, alerter et éventuellement prendre des mesures de sûreté, de protection. Parce que je rappelle que la radicalisation n'est pas un concept juridique. On peut pas dire de quelqu'un qu'il a franchi une ligne rouge juridique parce qu'il est radical dans ses positions. La question, c'est que ça ne doit pas déboucher sur des actes qui sont répréhensibles du point de vue du Code du travail ou du Code pénal. Simplement, le fait d'avoir à prendre des mesures pour lutter contre ce type de phénomène, ça fait flipper beaucoup de gens. Et quand ils ont quelqu'un qui est objectivement dangereux, alors là, ils peuvent être prêts à peu près à tout pour s'en débarrasser, mais pas de la bonne manière, y compris pas selon le bon cadre juridique. C'est une expression de finalement notre faillite collective sociétale à identifier un danger et avoir le courage de bien vouloir s'en protéger et en protéger les autres personnes. Vous donnez des exemples, Éric Delbecq, dans le monde de l'entreprise, où vous parlez de frérots salafistes qui fait régner la peur dans une petite structure, qui va se montrer violent avec des femmes, qui évidemment ne va pas serrer la main des femmes. Vous parlez de chefs d'entreprise qui voient des TIS, des sortantes de prison condamnées pour terrorisme islamiste postuler à un emploi. À la fois, on sent ces entreprises pas à la hauteur de leurs responsabilités et donc irresponsables, et à la fois on se dit qu'elles n'ont peut-être pas l'exemple au plus haut niveau, soit de l'État, soit de certains grands dirigeants. Il est vrai que c'est un petit peu compliqué. Si on prend des exemples liés à l'actualité, et pas simplement à l'actualité sur un point du temps, mais qui sont amenés sans doute à perdurer, on n'est même pas capable de faire respecter une responsable politique européenne auprès du nouveau maître de la Syrie, Monsieur Jolani, qui ne lui serre pas ostensiblement la main. Effectivement, on va avoir du mal à convaincre nos entreprises ou nos services publics qu'il faut avoir un tempérament un peu fort, une réaction un peu résolue face à ce qui peut se passer dans leurs entreprises. Moi, j'ai été absolument fasciné, dans le cas de Jolani, mais ça s'applique à plein d'autres situations, que l'on puisse qualifier le type, comme je l'ai entendu, lu, de radical pragmatique. Ou d'islamistes modérés. Ou d'islamistes modérés, voire, j'attends avec impatience, le terroriste modéré. J'attends l'émergence d'une formule comme ça. Alors, on aurait envie d'en sourire, mais je suis plutôt, sans mauvais jeu de mots, absolument terrorisé. Donc oui, c'est quand même compliqué après, ça je le conçois très bien, d'expliquer à des structures entrepreneuriales, ou encore une fois des administrations, qu'il faut être un peu ferme sur les prix.
Irresponsable, Éric Delbecq, ces ONG ou ces mouvements féministes qui, par exemple, comme on va les citer, comme Amnesty International ou comme la plupart des mouvements, pour ne pas dire tous les mouvements féministes français, qui ne condamnent pas les crimes terroristes du Hamas et les crimes sexuels des terroristes du Hamas envers les Israéliennes? Totalement irresponsable et explicable, non pas excusable, mais explicable par deux éléments, rapidement. C'est que d'un côté, il faudrait quand même se rendre compte qu'il n'y a pas seulement le mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans qui peut être dangereux et un vrai connard, petit 1. Toutes les origines humaines sont également servies en type inacceptable. Et deuxièmement, il faut arrêter de vouloir trouver un successeur à la grande figure du prolétariat dans telle ou telle catégorie de personnes dont on dirait qu'aujourd'hui, elles sont les personnes dominées, opprimées, maltraitées. Donc effectivement, là aussi, c'est totalement irresponsable. Et puis surtout, ça traduit dans une partie de l'extrême ou de l'ultra-gauche, quelque chose qui, à mon avis, est plus une difficulté psychologique même encore qu'idéologique, consistant à penser que parce qu'on appartient à la bonne case, au bon comportement, à la bonne catégorie, il ne faut... ces personnes-là doivent être accusées de rien. Bon, on voit bien que tous ces raisonnements-là, c'est de la folie pure et simple. Qui est responsable aujourd'hui en France? Alors ça... c'est même pas difficile, c'est une question absolument inextricable. Si je fais une réponse facile, je vais dire un bonhomme comme Riss, il est parfaitement responsable. Coco, c'est une femme responsable. Et puis, y a plein de gens qui participent au débat public, qui sont des gens extrêmement responsable. Après, si la question c'est où va-t-on trouver des politiques responsables, ou que peut-on faire pour les rendre responsables? C'est bien compliqué. Alors après, il y a des exceptions qui sont encore une fois des exceptions structurelles. Je parlais tout à l'heure du ministère de l'Intérieur. Il force un petit peu à la responsabilité. Alors, c'est parfois compliqué. On le voit encore pour Bruno Retailleau aujourd'hui quand il veut expulser des influenceurs algériens. Il connaît un nombre de difficultés absolument insurmontables, qui ont été aussi des difficultés qui ont été rencontrées d'autres natures, mais un petit peu comparables par Gérald Darmanin, qui aujourd'hui va connaître d'autres difficultés au sein de la justice. Alors, je ne fais pas en particulier l'article de Bruno Retailleau ou de Gérald Darmanin. Je note qu'ils essaient de prendre des mesures responsables dans un ministère qui, de surcroît, est plutôt propice à la prise de responsabilité. Et on voit bien à quel point c'est extrêmement difficile d'aller au bout de cette prise de mesure responsable. De la même manière, effectivement, que Blanquer a essayé, au sein de l'Éducation nationale, de faire des choses responsables. Donc, on voit bien les gens, en tout cas, qui ont l'intention d'essayer de respecter les principes de la République. Mais une fois qu'on a dit ça, on serait plutôt tenté de pointer du doigt ceux qui ne le sont pas responsables. Charlie Hebdo, 10 ans après, Les Irresponsables. Un podcast écrit et produit par Sandrine Seban. Basé sur le livre Les Irresponsables, paru chez Plomb, et écrit par Éric Delbecq. Réalisation, montage et mixage, Théo Seki. Illustration et documentation sonore, Amy Rosilio. Musique originale, Théo Seki. Communication et relations presse, Rachel Larmy. Un podcast RCJ Studio.